En janvier 1536, dans la cour du palais de Greenwich, un homme de 44 ans s'effondra de cheval lors d'un tournoi de joute, son armure complète pesant plus de 30 kilos, s'écrasant directement sur lui lorsque sa monture chuta à son tour par-dessus son corps. Il resta inconscient pendant près de 2 heures, plongeant toute la cour dans une panique silencieuse, certains courtisans présents jurant plus tard n'avoir jamais vu un homme survivre à un tel impact. Cet homme se releva pourtant, mais il ne fut plus jamais le même. Cet homme s'appelait Henri VIII, et cette chute allait, selon de nombreux historiens, transformer profondément le roi le plus redouté de toute l'histoire d'Angleterre. Dans cette vidéo, nous allons reconstituer ce qu'était réellement la vie d'Henri VIII, à la cour d'Angleterre en 1536, l'année où sa première épouse mourut, où sa seconde épouse fut décapitée, et où il en épousa une troisième en l'espace de quelques jours à peine. Si les cours royales européennes vous fascinent autant que nous, abonnez-vous à Dévoileurs d'Histoire pour ne manquer aucune de nos prochaines reconstitutions. Pour comprendre l'homme qu'était devenu Henri VIII en cette année charnière, il faut d'abord se rappeler qui il avait été. Monté sur le trône en 1509, à l'âge de 17 ans seulement, le jeune Henri incarnait alors l'idéal même de la royauté renaissance. Athlétique, mesurant près d'1,90 m, excellent cavalier, musicien talentueux et lettré passionné de théologie, il fascinait les ambassadeurs étrangers qui le décrivaient comme le prince le plus accompli d'Europe. Mais 27 ans de règne, de banquets somptueux et de blessures sportives accumulées avaient considérablement transformé cette silhouette. En 1536, l'homme qui régnait sur l'Angleterre pesait probablement plus de 120 kilos, souffrait d'un ulcère chronique à la jambe qui ne cicatrisait jamais complètement et traînait un caractère devenu, au fil des années, de plus en plus imprévisible et colérique aux yeux de ceux qui l'entouraient quotidiennement. La cour d'Henri VIII se déplaçait alors entre plusieurs résidences royales, principalement le palais de Whitehall à Londres et celui de Hampton Court, que le roi avait confisqué quelques années plus tôt à son ancien cardinal Thomas Wolsey, tombé en disgrâce pour n'avoir pas réussi à obtenir l'annulation de son premier mariage auprès du pape. Cette cour comptait plusieurs centaines de personnes, des nobles, des serviteurs, des musiciens, des gardes et des conseillers, formant une véritable petite ville mobile dont chaque déplacement nécessitait des dizaines de chariots transportant meubles, tapisseries et vaisselle précieuse. La journée du roi suivait un rythme rigoureux. Henri se levait généralement tôt, assistait à la messe dans sa chapelle privée, puis consacrait plusieurs heures à des audiences avec ses conseillers, parmi lesquels Thomas Cromwell occupait désormais une place centrale, ayant succédé à Wolsey comme principal artisan de la politique royale. Les repas, eux, constituaient de véritables événements politiques, où chaque place attribuée à table reflétait précisément la faveur ou la disgrâce du moment. Mais derrière cette façade d'apparat se cachait une réalité bien plus tendue, celle d'un royaume secoué depuis plusieurs années par une crise religieuse et matrimoniale dont les conséquences allaient exploser précisément durant cette année 1536. Et c'est cette tension accumulée qui mérite désormais toute notre attention. Pour comprendre ce qui se jouait à la cour en 1536, il faut revenir brièvement sur la décennie précédente. Henri VIII avait épousé Catherine d'Aragon en 1509, peu après son accession au trône, une princesse espagnole initialement mariée à son frère aîné Arthur, décédée prématurément. Pendant près de 20 ans, ce mariage avait paru stable, malgré l'absence d'héritiers mâles survivants, seule leur fille Marie ayant atteint l'âge adulte parmi plusieurs grossesses. Convaincu que cette absence d'héritier constituait une malédiction divine, punissant son union avec la veuve de son propre frère, Henri entama au cours des années 1520 une bataille juridique et théologique acharnée pour obtenir l'annulation de ce mariage auprès du pape Clément VII. Ce dernier, sous la pression politique de Charles Quint, neveu de Catherine, refusa systématiquement d'accéder à cette demande. Face à ce refus, Henri prit une décision qui allait bouleverser pour toujours l'histoire religieuse de l'Angleterre. En 1534, il rompit officiellement avec l'autorité du pape et se proclama lui-même chef suprême de l'Église d'Angleterre, créant ainsi l'Église anglicane et s'octroyant le pouvoir de dissoudre lui-même son propre mariage. Cette rupture coûta la vie à plusieurs opposants de premier plan, dont Thomas More, ancien chancelier du royaume,
exécuté en 1535 pour avoir refusé de reconnaître la suprématie religieuse du roi. Henri épousa alors Anne Boleyn, une femme dont il s'était épris plusieurs années auparavant, et dont la grossesse rapide après leur mariage secret en 1533 laissait espérer la naissance tant attendue d'un héritier mâle. Mais cette grossesse donna naissance à une fille, Élisabeth, et les grossesses suivantes se terminèrent toutes par des fausses couches successives, alimentant progressivement chez le roi une frustration qui allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus dangereux pour Anne elle-même. C'est précisément dans ce contexte de tension croissante que survint, en janvier 1536, un événement qui allait précipiter une série de catastrophes successives à la cour. Restez avec nous, car les semaines qui suivirent comptent parmi les plus sombres de toute l'histoire royale anglaise. Le 7 janvier 1536, Catherine d'Aragon mourut au château de Kimbolton, après plusieurs années d'exil loin de la cour, séparée de sa propre fille et privée de son titre de reine. Henri, en apprenant la nouvelle, aurait, selon plusieurs témoignages, réagi avec un soulagement presque indécent, organisant le lendemain des festivités où lui et Anne Boleyn se vêtirent de jaune. Une couleur dont l'interprétation exacte divise encore les historiens, certains y voyant un deuil discret selon la tradition espagnole, d'autres une célébration à peine voilée de cette disparition qui simplifiait considérablement la légitimité de son second mariage. Quelques jours plus tard seulement, le 24 janvier 1536, survint l'accident de joute qui faillit lui coûter la vie. Plusieurs historiens, notamment la biographe Tracy Borman, avancent l'hypothèse que ce traumatisme crânien aurait endommagé les lobes frontaux du cerveau royal, expliquant en partie les sautes d'humeur de plus en plus violentes et l'impulsivité croissante qui caractérisèrent le comportement d'Henri durant les années suivantes. 5 jours après cet accident presque mortel, Anne Boleyn fit une fausse couche, perdant ce qui semblait être un fœtus de sexe masculin, un échec que la cour interpréta immédiatement comme un signe funeste. Pour Henri, déjà ébranlé physiquement et psychologiquement, cette nouvelle perte représenta la confirmation qu'Anne Boleyn ne lui donnerait probablement jamais l'héritier mâle qu'il recherchait désespérément depuis près de 30 ans. Le climat à la cour se transforma alors radicalement. Thomas Cromwell, jusqu'alors allié des Boleyn, comprit que le vent politique tournait définitivement et commença discrètement à orchestrer ce qui deviendrait l'une des chutes les plus brutales et les plus contestées de toute l'histoire anglaise. Au cours du mois d'avril 1536, des accusations d'adultère, voire d'inceste avec son propre frère George Boleyn, commencèrent à circuler contre Anne. Un musicien de la cour nommé Mark Smeaton fut arrêté et, sous une pression que certains historiens qualifient aujourd'hui de torture déguisée, avoua des relations avec la reine, des aveux que la plupart des chercheurs modernes considèrent comme largement fabriqués pour servir des intérêts politiques précis. Le 1er mai 1536, Anne Boleyn fut arrêtée pendant un tournoi à Greenwich et conduite directement à la Tour de Londres. Son procès, qui se tint quelques jours plus tard, dura à peine quelques heures et se conclut par une condamnation à mort, presque inévitable compte tenu de la composition du jury, largement acquis aux intérêts royaux. Le 19 mai 1536, Anne Boleyn fut exécutée dans l'enceinte de la Tour de Londres, non par la hache traditionnelle mais par l'épée, une faveur ultime accordée par un roi qui avait spécialement fait venir un bourreau expérimenté de Calais pour garantir une exécution rapide et précise. Et ce qui se produisit dans les jours qui suivirent cette exécution révèle peut-être plus que tout autre épisode l'urgence politique qui animait véritablement Henri durant cette période. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment cette année tragique allait définitivement redessiner l'avenir de la couronne anglaise. Seulement 11 jours après l'exécution d'Anne Boleyn, le 30 mai 1536, Henri VIII épousa Jane Seymour, une dame de compagnie discrète qui avait servi successivement Catherine d'Aragon puis Anne Boleyn elle-même avant d'attirer l'attention du roi. Cette précipitation, qui choque encore aujourd'hui par sa brutalité, témoignait avant tout d'une obsession dynastique presque pathologique chez un souverain déterminé à sécuriser coûte que coûte sa succession. Jane Seymour, contrairement à ses 2 prédécesseurs, cultivait une image de douceur et de soumission, évitant soigneusement toute implication dans les affaires politiques ou religieuses qui avaient précipité la chute d'Anne.
Cette stratégie de discrétion porterait ses fruits l'année suivante, lorsqu'en octobre 1537, elle donnerait enfin naissance à l'héritier mâle tant attendu, le futur Édouard VI, bien que Jane elle-même mourut des suites de l'accouchement, quelques jours seulement après cette naissance tant célébrée. Pendant que ce drame matrimonial se jouait à la cour, une autre transformation, tout aussi radicale, débutait simultanément à travers tout le royaume. En 1536, Thomas Cromwell lança officiellement la dissolution des monastères, un programme méthodique de fermeture et de confiscation des biens ecclésiastiques qui allait s'étendre sur plusieurs années et bouleverser profondément le paysage religieux, économique et social de l'Angleterre tout entière. Des centaines d'abbés, certaines vieilles de plusieurs siècles, virent leurs terres, leurs trésors et leurs revenus directement transférés à la couronne royale, finançant ainsi en grande partie le train de vie fastueux de la cour, tout en consolidant définitivement la rupture avec Rome amorcée 2 ans plus tôt. Cette politique provoqua dans le nord de l'Angleterre un soulèvement populaire majeur, connu sous le nom de pèlerinage de grâce, une révolte religieuse et économique que les troupes royales finiraient par écraser sans la moindre pitié au cours des mois suivants. L'année 1536 marqua ainsi un tournant décisif dans le règne d'Henri VIII, transformant définitivement l'image du jeune prince Renaissance en celle d'un monarque tyrannique, imprévisible et prêt à sacrifier n'importe qui, y compris ses propres épouses, pour préserver son pouvoir absolu et garantir sa succession dynastique. Les années suivantes confirmeraient cette trajectoire impitoyable. Henri épouserait encore 3 autres femmes après Jane Seymour, Anne de Clèves, répudiée après seulement 6 mois de mariage, Catherine Howard, exécutée en 1542 pour adultère, selon un schéma presque identique à celui d'Anne Boleyn, et enfin Catherine Parr, qui survivrait suffisamment longtemps pour assister au décès du roi lui-même en janvier 1547. Aujourd'hui, les palais où se déroula cette année si tumultueuse ont presque entièrement disparu. Le palais de Whitehall fut largement détruit par un incendie en 1698, ne laissant derrière lui que la Banting House, encore visible aujourd'hui à Londres. Hampton Court, en revanche, demeure remarquablement préservé et continue d'accueillir des millions de visiteurs chaque année, ses cuisines royales et ses appartements somptueux offrant un témoignage tangible de cette époque où la moindre faveur royale pouvait transformer une existence et où la moindre disgrâce pouvait tout aussi rapidement la détruire. La tour de Londres, elle aussi, conserve encore aujourd'hui la chapelle où repose le corps d'Anne Boleyn, enterré sans cérémonie particulière quelques heures à peine après son exécution, son destin tragique devenu depuis l'un des symboles les plus puissants de la brutalité absolue du pouvoir royal Tudor. L'année 1536 révèle ainsi un Henri VIII bien différent de l'image romantique, souvent véhiculée par la culture populaire. Un homme physiquement diminué par un accident qui changea peut-être à jamais sa personnalité, politiquement acculé par l'absence persistante d'héritier mâle, et émotionnellement capable d'orchestrer en quelques mois seulement la mort d'une première épouse délaissée, l'exécution brutale d'une seconde épouse autrefois adorée, et le remariage précipité avec une 3e femme choisie, avant tout pour sa capacité, supposée à enfin lui donner ce que les 2 précédentes n'avaient jamais pu offrir. C'est peut-être dans cette année précise que se révèle le mieux la véritable nature du pouvoir absolu, capable de transformer même les sentiments les plus intimes en simples instruments politiques au service d'une seule obsession, perpétuer une dynastie coûte que coûte. Si vous avez aimé découvrir la vie d'Henri VIII à la cour d'Angleterre en 1536, laissez un like et abonnez-vous à Dévoileurs d'Histoire pour soutenir notre travail. Dites-nous en commentaire quelle autre figure royale vous aimeriez voir reconstituée dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.